domaine de la voyance et de la médiumnité. Oui. Ça fait quand même quelques années, oui. Oui. Alors, vous avez découvert vous êtes né avec, vous l'avez découvert comment ce don? Absolument, je suis née comme ça, et puis je l'ai découvert tout à fait par hasard. J'étais toute jeune, je devais avoir 13 ou 14 ans. Et d'ailleurs, à chaque fois que je parlais chez moi, on me disait toujours toi, tais-toi, parce que ce que je disais dérangeait. Ah oui, c'est vrai. Oui. À l'époque surtout, ça dérangeait. Bon, maintenant, on prête plus attention à ce que disent les enfants, mais chaque fois, et je ne me trompais pas, et je prédisais des choses. Alors on me disait toi, tais-toi, mais quand ça arrivait, tout le monde était toujours étonné autour de moi. Et il m'est arrivé d'éviter certaines choses en prévoyant comme ça tout au long. Et puis j'ai été pendant quelques années que je ne me suis pas occupée de tout cela. Et c'est vers 35 ans que j'ai commencé à m'étonner parce que il y avait des choses qui se présentaient à moi comme des parties de puzzle qui se mettaient en place tout doucement et qui me faisaient découvrir, disons, certaines choses auxquelles je pensais, mais ça me revenait comme ça, subitement. Et j'ai donc fait plus attention, prêté plus d'attention à ce genre de choses, et j'ai commencé à rencontrer des gens. Et d'une personne, j'ai été amenée à rencontrer d'autres personnes plus dans le domaine. Et puis ça s'est fait comme ça, petit à petit au cours des années. Et je n'étais pas certaine de ce que je pouvais faire, mais je m'étais rendu compte que, effectivement aussi, lorsque je posais ma main sur, par exemple, le front de quelqu'un qui avait mal à la tête, ça passait. Sur un endroit du corps qui était en souffrance, ça passait également. Alors on m'a dit mais tu as du magnétisme, il faut comment dirais-je, il faut te tester. Alors comme je suis quelqu'un qui désire d'abord être bien au fin fond des choses avant de pouvoir opérer quoi que ce soit, je me suis fait tester dans beaucoup de domaines. Et là, eh bien, déjà par des magnétiseurs qui m'ont testé, et puis j'ai fait des photos de l'aura. Alors là, on a découvert que j'avais un rayon vert très important, et puis, enfin, plein de choses comme ça. Et j'ai été également testée par Voilà, cette photo a été faite en 94, mais il y a encore eu des modifications depuis, parce que le rayon bleu s'est agrandi et le rayon blanc est venu se superposer. Bref, j'ai été également testée en ce qui concerne, disons, la voyance, par un professeur du CNRS. Et là, j'étais sûre d'avoir quelqu'un compétent, très compétent. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme méthode pour tester? Qu'est-ce qu'il vous faisait faire comme exercice? Eh bien, il m'a fait, comment dirais-je, il m'a donné des enveloppes avec des choses dedans, sans que je sache quoi que ce soit. Et j'ai découvert ce qu'il y avait dedans, je lui ai dit, j'étais même fort étonnée, des fois je ne voulais pas lui répondre, parce que je pensais que ce que j'allais lui dire était quand même bizarre, et il me disait mais non, je sais que vous avez trouvé, allez-y. Alors j'ai fait ces tests et tout s'est très bien passé, et j'ai également passé des tests avec un professeur, et puis il y avait également, je ne sais plus le nom, un professeur qui est quelqu'un à Toulouse aussi. Oui, à Toulouse, je connais. Yves Lignon. Oui, je connais Yves Lignon. Je l'ai rencontré, lui, lors d'une croisière que j'ai fait en Méditerranée, avec, donc il y avait Patrick, il y avait Yves Lignon, il y avait Jodorowsky, qui est quelqu'un de très bien, malheureusement très âgé maintenant, et puis Aziel, qui écrit des livres sur
Oui, oui, sur les anges. Enfin, nous avons rencontré quand même pas mal de personnes. Et Yves Lignon voulait me faire des tests dans le Midi, dans sa faculté. Et je n'ai malheureusement pas eu l'occasion d'y aller. Voilà. Mais par contre, j'ai rencontré des gens dans une cible de parapsychologie, puis le nom, j'en ai tellement vu. Enfin bref, il s'est avéré que petit à petit, j'ai découvert certains dons et j'en ai découvert un. Enfin, je n'aime pas dire des dons, moi je dis des capacités, des possibilités. Facultés, oui. J'ai découvert également, il n'y a pas tellement longtemps, que j'ai découvert, disons, quelle est la douleur au niveau des brûlures. Et ça a été comme ça, c'est venu comme ça. J'ai soigné quelqu'un, j'ai touché quelqu'un, et puis ça s'est passé. On m'a dit, bon, ben voilà, il y a ça aussi. Il y a un lien, comment établissez-vous le lien entre les facultés de guérison et de magnétisme et les facultés de voyance? C'est la même chose? C'est la même force? Non, parce que vous avez des voyants qui ne sont pas magnétiseurs. Oui, c'est ça, oui. Mais je n'aime pas ce terme de voyant. On utilise depuis quelques siècles ce terme de voyant, mais autrefois c'était médium, prophète. On disait le médium, la médium. Je trouve que c'est plus noble. Parce que ce terme de voyant, ça a été trop galvaudé. Parce que tout le monde se disait voyant. Le terme générique, ça englobe beaucoup de choses. Voilà, tandis qu'un magnétiseur, un médium a forcément du magnétisme. Ah, voilà. Et un médium, forcément, voit. Donc on n'a pas besoin de dire voyant ou médium. Un médium a du magnétisme et voit. Voilà. Tandis qu'un voyant, vous avez des voyants, on emploie ce terme de voyant pour les cartomanciens, pour les cartomanciennes, mais ce ne sont pas forcément des médiums. Voilà. Pas d'énergie. Absolument. Alors vous avez les médiums tactiles, audibles et visuels. Moi j'ai la chance d'être audible, tactile et visuel. Il m'est arrivé d'avoir des personnes au téléphone et sans les connaître, sans les avoir jamais vues, leur dire, les décrire. Et ça c'est quand même quelque chose de très étonnant. Alors vous étiez en train de me dire qu'il y avait plusieurs catégories. Il y a plusieurs catégories, oui. Plusieurs niveaux également. Pouvez-vous préciser quelle classification vous proposez? Ah, la classification, bon, je n'ai pas la prétention de classer systématiquement. Vous avez par exemple des médiums qui sont uniquement tactiles, d'autres qui sont uniquement visuels, ou d'autres qui sont uniquement audibles. Alors souvent les audibles, les médiums audibles, entendent des voix, comme on dit. Effectivement, ils entendent des voix. Et quand ils ont la chance de savoir écouter ces petites voix, bon, ça les met dans, disons, dans un état de perception, pardon. Ça les met dans un état de perception très poussé, et ça permet d'éviter des fois quelques problèmes. Mais il y a également donc les médiums audibles, tactiles et visuels qui ont cette perception des voix. Donc là, ça m'est arrivé également. Et par contre, un médium qui a, en principe, j'ai remarqué que ça prenait surtout entre 35 et 45. Les personnes commencent à être perturbées. Et vous avez des personnes qui n'arrivent pas à comprendre ce qui leur arrive, qui se demandent, il y en a qui se disent, est-ce que je suis normal, est-ce que je ne suis pas normal, pourquoi ci, pourquoi ça. Eh bien, c'est tout simplement parce que cette personne a du magnétisme, cette personne est médium, et ça se développe tout doucement. Et c'est vers cet âge-là que ça commence à se manifester de plus en plus souvent. Et quand la personne est, souvent, j'ai dit à des personnes à qui ça arrivait, de faire très attention aux pièces de puzzle qui se présentaient à elles, de les retenir, même au besoin de les noter. Et à ce moment-là, elles se rendaient compte, donc elles n'avaient plus peur, elles étaient prêtes à être, disons,
il est à l'écoute. Justement, ce puzzle dont vous parlez, est-ce que les médiums peuvent nous renseigner sur ce qui se passe, non seulement par rapport à notre avenir, mais comment leur monde à eux est organisé, comment le monde de l'au-delà est organisé. Vous avez des lumières à ce sujet? Est-ce qu'il y a une société, une hiérarchie, est-ce qu'il y a une justice, est-ce qu'il y a une... Disons oui, parce que dans un certain sens, un médium normalement ne doit, pour que son magnétisme se développe bien et se renforce, la personne doit toujours opérer dans le bon sens de la justice et pour le bonheur des gens, mais surtout pas tomber dans l'horreur de la magie noire. Parce que la magie blanche, oui, parce que c'est apporter du bien-être, apporter une aide aux gens qui en ont besoin. Mais surtout pas plonger dans la magie noire, parce que ça, les personnes qui font ça risquent de perdre le bienfait qu'elles ont en se servant de leur magnétisme. Et vous avez beaucoup de médiums qui le comprennent, qui l'ont compris. Mais moi, la question que je voulais vous poser, c'était comment, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? De l'autre côté, bon, j'ai eu des conversations avec des professeurs. Allô? Oui. Ça m'a été recommandé par une voyante. C'est intéressant. Donc, oui, alors finalement, vous avez c'est de famille tout ça, vous avez déjà dans votre ascendance? Oui. Ma mère. Votre mère et puis votre fille alors aussi? Ma fille est très très médium. Justement, et aussi également très forte dans ce domaine. Mais elle n'aime pas beaucoup en parler, elle est assez discrète de ce côté-là. Oui. Mais chose bizarre, c'est que nous sommes tous les quatre, mon mari, ma fille et puis mon fils, qui n'est plus aujourd'hui, tous les quatre médiums. Et avec mon fils, du plus loin que nous étions, des fois nous faisions de la télépathie aussi bien le jour que la nuit. Oui. C'était amusant, fort c'est amusant. C'est une vraie famille. Ah oui. Et mon mari, lui, ça tenait aussi de sa grand-mère. Sa grand-mère paternelle était très très médium. C'était une grande guérisseuse. Elle était en Hongrie, dans les monts Tatras. Et on venait la voir de très très loin à l'époque pour soigner. Et donc, il paraîtrait qu'il aurait, comment dirais-je, hérité ça d'elle. Et moi, je l'aurais hérité également de ma grand-mère maternelle et de ma mère. Alors, est-ce que vous pensez que ce qui est assez... Mais il n'y a vraiment que moi qui m'en suis servi, oui. qui en ai fait cas. Voilà, c'est ça. Mais mon mari, s'il avait voulu, est un très très bon guérisseur. Il a quelque chose, il pose sa main, même sans bouger, sans rien faire. Et c'est ça qui fonde un peu votre couple d'une certaine manière? C'est-à-dire que oui, depuis 52 ans que nous sommes ensemble, oui. Eh bien, il y a beaucoup de choses. Et ce qui est fort amusant, on avait remarqué, on faisait les mêmes choses, loin l'un de l'autre. Oui. Et c'est amusant parce qu'il n'y avait pas de lien de sang en fait. Et très souvent, quand nous rentrions, à l'époque, j'avais moi une entreprise dont je m'occupais seule, mon mari avait ses entreprises. Et quand on rentrait le soir, on se passait un coup de fil en se disant tu ramènes à manger quelque chose, ou des fois même on ne le disait pas. On rentrait tous les deux, on se montrait nos petits sacs et on avait exactement les mêmes choses dedans. C'était incroyable. Même quand on prenait par exemple un fromage, c'était la même marque, le même nom, tout. C'était quelque chose d'incroyable. Sur la même longueur d'onde. Ah oui, et très très souvent nous étions sur la même longueur d'onde. Et par exemple avec ma fille et mon fils, beaucoup avec ma fille aussi maintenant, puisque mon fils malheureusement je ne l'ai plus. Mais Michel, qui était très fort aussi, c'était un très très bon médium. Et lorsque nous, par exemple,
nous allions dire quelque chose, on allait sortir une parole, dire quelque chose, on disait la même chose en même temps. Oui. Là, exactement la même chose. C'est vraiment une famille, c'est la famille, oui, le père, la mère, les filles. Et les enfants. Et ce qu'il y a de bizarre, de vraiment bizarre, c'est que entre mon fils et ma fille, leur naissance, leur nom, leur date de naissance, Quand on fait la totale. font la date de naissance de mon mari et la mienne. Et en plus, il y a au niveau de leur naissance, de leur prévision de naissance, des dates qui sont vraiment assez perturbantes et des choses qui se sont produites, mais d'une manière, par exemple pour ma fille, il y a eu un empêchement, j'ai eu un accident de voiture, et pour mon fils, ça a été autre chose, j'ai failli le perdre avant, et alors ils se sont retrouvés tous les deux à naître à 3 ans de différence à la même date, aux mêmes prévisions de la même date, à cause de ces événements qui sont arrivés. Oui, comment que ça se fait? J'ai beaucoup cherché, j'ai même posé des questions lors d'études doctorales que j'ai faites, et on n'a pas pu résoudre les problèmes. Mais j'ai quand même découvert beaucoup de choses, et notamment depuis 18 ans à peu près, je fais de la, comment dirais-je, de l'auto-hypnose. Et je fais de la voyance en hypnose. Et on n'a jamais pu vraiment définir d'où ça vient et pourquoi. Je cherche encore aujourd'hui, parce que lorsque je suis en hypnose, je fais des formules. Je ne suis pas une mathématicienne, j'étais plutôt littéraire. Je fais des formules, mon mari qui était un grand matheux, mon fils qui était un grand matheux, ont recalculé ces formules et j'ai donné des chiffres exacts. Et la toute première que j'ai faite, c'était une petite formule. Je l'ai écrite en hypnose. Parce que quand je suis en hypnose, on me met un crayon dans la main avec un papier, il faut tenir le papier évidemment parce que j'écris un peu dans tous les sens. J'ai fait une formule avec le chiffre 34. Et comme tout le monde sait, le chiffre 34, c'est 7. 3 et 4, c'est l'union du macrocosme et du microcosme. Et on a cherché ce que c'était, on n'a pas trouvé. Et comme par exemple, j'écris dans des langues que je n'ai jamais apprises. Et ça, et la chose la plus bizarre, c'est que au tout début que j'ai fait ça, j'ai inscrit des titres de livres anciens qui dataient de 1500-1600 et j'ai donné les noms d'auteurs et j'ai même dessiné les enluminures des livres. Et ma fille, qui à l'époque fréquentait beaucoup la bibliothèque nationale, est allée chercher et a trouvé trace de ces livres. Alors, expliquez-moi pourquoi et comment. Effectivement, Monica, vous n'avez pas du tout l'intention de prendre votre retraite en tant que voyante, en fait. Ben, c'est-à-dire que vous êtes encore prête à servir... À servir encore mon prochain, dans la mesure du possible. Voilà. J'ai arrêté pendant quelques temps, je reprends, je fais quelques pauses. Oui, parce que vous avez d'autres activités, vous êtes tout à fait. Dans l'enluminure, des manuscrits... Oui, je fais de la comment dirais-je, illustration de manuscrits, correctrice de manuscrits, et puis bon, pour mon plaisir, je fais des tableaux, je fais... Alors, est-ce que l'expérience de la... Est-ce que vous pensez que quand on a un certain âge, 60, 70 ans, on est mieux placé pour guider les autres que quand on en a 20 ou 30? C'est certain, parce que vous avez quand même une certaine expérience. Et tout à l'heure, nous parlions de comment faire, disons, avancer le magnétisme, comment travailler son magnétisme en tant que médium. Je pense qu'il y a une chose d'abord à faire, c'est de ne pas s'arrêter. Si on sent qu'on a des flashs, qu'on est médium, c'est de ne pas s'arrêter à ça et de dire, voilà, je vais travailler, je vais commencer. Non, il y a plein de choses à faire. Il faut allier à tout ça
une certaine connaissance pour une meilleure approche de l'individu, une certaine connaissance en psychologie, en morphopsychologie. Il y a également un tas disons, de travaux, de lecture aussi à faire, notamment sur des grands prophètes, sur des grands hommes tels, qui pourrais-je vous citer, Eliphas Lévi et d'autres, pour comment dirais-je, arriver à étendre un petit peu ses connaissances et connaître un peu la pratique de certains hommes, car vous savez que parmi nos grands hommes, tels que Descartes, tels que, les noms m'échappent, étaient pratiquement tous médiums. Et la médiumnité, leur aidez-moi dans les noms de tous ces grands hommes de Grèce, là, c'était Pythagore, tout ça, c'était ah oui, c'était des grands médiums, et qui se sont servis beaucoup de cette intuition, si on peut dire, qu'ils avaient dans le domaine de leurs recherches et de leurs travaux. Donc, il ne s'agit pas de se fier seulement aux simples flashs qui nous arrivent, ça c'est une bonne chose. Il faut déjà savoir les saisir, et je ne saurais vous recommander aux personnes qui veulent améliorer leur médiumnité que lorsque nous avons un flash, il faut toujours s'arrêter à sa première vision. Ne pas attendre, parce que quelquefois le train passe vite. On a du mal à aligner, si vous voulez, les idées les unes après les autres. Mais la première est à retenir. C'est d'ailleurs un grand professeur du CNRS, pour ne pas le nommer, le professeur Rémi Chauvin, qui vient de décéder. Malheureusement, c'était un grand homme qui a fait beaucoup de recherches au niveau de la parapsychologie, avec qui j'ai travaillé, qui m'a fait passer des tests. Et celui-ci m'a donné énormément de conseils. Et notamment celui-ci, de m'arrêter à ma première vision. Parce que si vous avez une vision et que vous réfléchissez, le court instant que vous réfléchissez, vous n'arrivez pas à revenir sur votre première vision. Et on pense bien faire en réfléchissant, en essayant d'analyser. Non, pas du tout. Il faut prendre l'instant présent. Le flash, et j'en ai fait l'expérience, notamment avec quelqu'un, une fois au téléphone, qui me connaissait bien, qui m'a dit « je vais vous tester, on va voir » en riant. Et, bon, je m'amusais avec lui. Il me dit « quelle est la couleur de mon pull-over aujourd'hui ?» Il me dit au téléphone. Je lui dis « il est vert ». Ah, il me dit « la couleur du pull-over de ma secrétaire ». Je lui dis « il est rouge ». Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un temps de réflexion avant de répondre. Et en fait, son pull-over à lui était rouge et le pull-over de sa secrétaire était vert. Alors, voyez les erreurs que nous pouvons faire. Nous faisons des inversions, comme il m'est arrivé d'en faire une il y a très longtemps également, avec une personne qui m'avait troublée, qui avait de mauvaises pensées, j'ai senti que c'était une personne qui était très habitée de mauvaises pensées, et ça aussi, il faut éviter ces gens-là, ou alors essayer de les amener à les calmer, parce que ce sont des personnes qui vous troublent en tant que médium. Et cette personne, je m'étais rendu compte elle cherchait à, disons, à troubler la personne qu'elle avait devant elle, en l'occurrence moi. Elle m'a posé des questions, elle m'a montré des photos, j'ai fait des inversions, j'ai dit la réalité exactement de ce qui était, mais en faisant des inversions sur les personnes. Elle m'a demandé la couleur de quelque chose, j'ai fait tout à fait l'inversion, j'ai dit que c'était blanc et c'était noir. Vous voyez, il y a des personnes qui vous troublent comme ça, donc avant de commencer, quelle que soit la voyance que vous fassiez, il faut déjà essayer d'entrer en communication avec la personne. Si vous la sentez bien, vous pouvez démarrer. Essayez d'attendre que les flashs arrivent, mais si vous sentez que cette personne dégage de mauvaises énergies, surtout ne commencez rien du tout, vous allez vous planter.
Et c'est très mauvais en voyance de se planter et d'essayer de se rattraper aux branches, comme on dit, et de dire n'importe quoi. Parce que les personnes arrivent à s'en rendre compte en face. Et là, ça déprécie énormément tout ce travail de voyance qui est fait par les voyants sérieux, par les médiums sérieux. Voilà, c'est tout ce que je puis dire à ce niveau-là. Il faut déjà sentir les personnes que vous avez devant vous pour pouvoir commencer une bonne voyance. Et vous concentrer. Ce n'est pas en 5 minutes ni en 10 minutes qu'on fait une voyance. Il faut attendre que les choses viennent. Et il ne faut surtout pas que les personnes vous posent des questions. Vous ne devez pas non plus poser des questions, interroger les gens, parce que là, ça ne marche pas non plus. Vous attendez que les choses viennent, vous essayez de parler d'autre chose, et puis en attendant, vous regardez la personne, vous essayez de l'analyser, et là, lorsque vous commencez à sentir un flash qui vous semble bien, vous entamez votre voyance et vous la commencez doucement, sans vous précipiter, et surtout pas avec l'œil sur la montre, parce que vous êtes fichu. Vous ne pouvez rien faire en regardant l'heure. Voilà. Et normalement, un bon voyant ne doit pas faire plus de 7-8 personnes par jour, et encore c'est un maximum. Voilà. Parce que si on veut faire un travail correct, il faut le faire bien, c'est comme dans tous les domaines.